Abordons un sujet gênant, un de ceux qu'on est nombreux à vivre à la maison, parfois sans même s'en rendre compte. Et on s'en rend compte au moment où notre partenaire nous dit « Tu me fais beaucoup trop de remarques ». Sur le moment, on se fige, on se dit « Moi, tes remarques, je voulais juste l'aider, je faisais juste une observation. Mon but était que ça aille mieux pour nous deux, et en plus, ce ne sont pas des reproches, c'est vraiment pour aider. » Et c'est là que tout se joue. Parce que entre ce qu'on pense émettre et ce que l'autre reçoit, il y a parfois un océan de malentendus. C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui, comment on bascule dans les reproches sans s'en rendre compte, comment l'autre les reçoit avec ses propres filtres et surtout comment on peut créer un terrain de jeu où l'on peut se parler sans s'abîmer. Allez, prends un grand verre d'eau, ton stylo bleu, ton cahier de vie, installe-toi confortablement et on y va juste après le jingle. On va commencer par poser les pieds dans le plat. Est-ce que tu t'es déjà surpris à faire une remarque à ton partenaire sur la façon dont il gare la voiture, dont il plie le linge, dont il gère le temps le matin, sur l'ordre dans lequel il fait certaines choses, sur sa façon de te parler, sur ce qu'il aurait pu faire ou dire et qu'il n'a pas fait, sur sa manière de s'habiller, sur ses goûts, ses choix ou sa façon de s'y prendre pour ranger la cuisine? Bien sûr que oui. On le fait tous. Et là, vient très vite une question. Est-ce un problème en soi de donner son avis sur ce que l'autre fait? Où est le problème en fait? Le problème n'est pas de donner son avis, de vouloir proposer des options qui, selon nous, amélioreraient bien des choses. Le problème, c'est que ce fonctionnement s'installe par habitude quand on ne prend pas conscience de sa propre manière d'agir. Notre manière de fonctionner, notre cerveau, notre mental fonctionne pour économiser de l'énergie. Il adore automatiser les choses et à force de vivre ensemble, le quotidien finit par se structurer dans le mental de chacun. On développe une sorte de radar dans de nombreux domaines, des radars d'observation de ce qui nous convient et surtout par un biais cognitif, des radars d'observation de ce qui ne nous convient pas et pourrait déranger ce que nous définissons comme étant notre tranquillité. Évidemment, nous n'avons pas mis une définition en disant « ma tranquillité se sent dérangée quand l'autre laisse la vaisselle sur la table après le repas ». Mais si cela survient alors que ça nous dérange, notre radar saura faire preuve d'une grande efficacité. On pourrait parler de radar à détection d'irrégularité ou de radar à imperfection. Le cœur du problème se situe dans le fait que les radars à imperfection sont beaucoup plus performants que les radars de satisfaction, les radars de conformité ou de sujet de gratitude. On finit par ne plus voir ce qui fonctionne, ce qui relève de nos radars de satisfaction ou de gratitude, ou on se met à considérer ce qui fonctionne comme étant normal. On ne voit plus tout ce que l'autre fait de super et on focalise notre attention sur le grain de sable désagréable. Je crois qu'il est vraiment important de comprendre que c'est un fonctionnement naturel du cerveau. Nous avons été programmés par la nature pour nous assurer de la pérennité de l'espèce. Or, une des menaces à cette pérennité, c'est le changement auquel on ne s'attend pas. Et nous avons la rapidité à créer un synonyme de ce qui ne nous convient pas en le transformant en menace. Si ça ne me convient pas, il faut que je l'empêche. Il faut que je l'arrête, que je le freine, que je l'évite, que je l'extermine. En résumé, soit nous menaçons d'extinction, la source de la menace, soit nous fuyons ce qui a été identifié comme étant une source de menace. Par conséquent, notre scanner d'anormalité ou d'absence d'impeccabilité va s'actionner pour que nous prenions une décision rapide et la plupart du temps, que nous fassions arrêter le vacarme émotionnel qui nous dérange. Évidemment, il est clair que notre intention n'est pas de nuire à notre partenaire, mais de nuire à ce qui nous dérange. Et la plupart du temps, nous oublions que notre partenaire est le porteur, même occasionnel, de ce qui nous dérange. C'est ce qui fait que même avec une bonne intention,
ne sommes pas forcément conscients de tirer sur notre partenaire en même temps que nous tirons sur ce qui nous dérange, même avec la plus belle intention du monde. Ne pas avoir appris à formuler ce qui nous dérange, en ayant pris le temps de puiser en soi pour s'interroger avant tout, est un risque colossal qui nous conduit à abîmer notre relation. En séance de coaching, j'entends très souvent cette phrase « Mais c'est plus fort que moi, c'est ma façon d'être, je dis les choses comme elles sont ». Donc on met ça sur le compte de la franchise ou du caractère, sauf que ce qu'on appelle donner son avis ou faire une simple observation ressemble, vu de l'autre côté, à un contrôle permanent, à une remarque, à une critique. Pour comprendre l'impact de ce mécanisme, on peut regarder ce que nous enseignent les sciences de l'observation des dynamiques humaines et notamment les travaux du couple Gottman, qui a travaillé à l'université de Washington, et à travers ses célèbres études longitudinales menées sur des milliers de couples, qu'il a suivis pendant plus de 20 ans dans ce qu'il a appelé son Love Lab, Gottman a mis en évidence un ratio mathématique fascinant. Dans un couple qui dure, dit-il, et qui respire la santé, il faut au minimum 5 interactions positives, un sourire, un compliment, un soutien, un regard complice, pour contrebalancer une seule interaction négative. Une critique, un soupir, agacement, remarque piquante. Gottman parle bien d'un couple qui respire la santé. Ça veut dire que on va prendre ça en considération dans quelques instants. On est donc dans une loi du 5 pour 1. 5 interactions positives pour une seule interaction négative. Tu te rends compte de la puissance de la balance ? Une petite remarque anodine lâchée en passant le matin pèse 5 fois plus lourd dans la balance émotionnelle d'un couple qu'un petit mot gentil parfois. Et ce n'est pas tout, puisque dans une étude menée par l'Institut Max Planck en Allemagne sur les biais d'attention négative, les chercheurs ont démontré que le cerveau humain est biologiquement câblé pour accorder beaucoup plus de poids aux signaux désagréables qu'aux signaux neutres ou positifs. C'est un vieux réflexe de survie, retenir le danger ou l'agression prime sur le reste. Ce qui a pour conséquence de pouvoir réaliser que quand on fait une remarque à son partenaire, on peut participer à activer instantanément son système d'alerte interne. Pour lui, ce n'est pas une information logistique, t'as pas pris le pain, t'es allé chercher les enfants en retard. C'est une menace pour sa sécurité affective. Il s'inquiète, il sent qu'il est en danger. Et pour compléter ce tableau, il m'importe de rajouter ici qu'en fonction des blessures et des langages d'amour du partenaire, le 5 pour 1 pourrait être complètement insuffisant. Si mon partenaire a un langage d'amour parole valorisante, il est fort probable qu'il me faille opter pour un 20 pour 1 ou un 30 pour 1 si je veux que la relation continue à s'épanouir de manière saine, puisqu'il sera hypersensible à ce qui lui sera dit, considérant qu'une parole équivaut à un acte d'amour. Dans d'autres cas de figure, par exemple, en fonction de la blessure d'enfance de mon partenaire et du canal qui a favorisé l'activation de ces blessures, j'aurai aussi à rééquilibrer la loi du 5 pour 1. En prenant l'exemple d'une personne qui a activé une blessure d'humiliation, par exemple, suite à une parole difficile à entendre émise par un de ses parents, et plus précisément la personne en charge affective, comme c'est le cas dans la blessure d'humiliation, comme le précise Lise Bourbeau, il est fort probable qu'une recherche d'équilibre en 5 pour 1 soit largement insuffisante. Il serait donc judicieux d'envisager un 15 pour 1 ou un 20 pour 1. Cela ne devient possible que si l'on est enclin à faire montre d'une intelligence relationnelle en prenant en considération le langage d'amour de son partenaire, le biais de négativité présenté dans le travail de Max Planck, pour faire en sorte que le partenaire reçoive ou vive une expérience positive, même quand on lui fait une remarque. Mais je rappelle qu'il est question d'arrêter les remarques, même si dans le titre j'ai mis « arrête un peu avec tes remarques ». Il est donc possible que pour certaines personnes ce soit « arrête un peu avec tes remarques » et que pour d'autres ce soit « arrête beaucoup avec tes remarques », voire « arrête complètement tes remarques ». Évidemment, ce que nous venons d'évoquer sous-entend une réalité indéniable. Creusons un peu cet aspect parce que la médaille a un revers tout aussi passionnant. Il y a une deuxième réalité dans le couple.
Parfois, tu n'as absolument aucune intention de faire un reproche ou une remarque. Tu fais part de ton avis. Tu fais preuve d'une perception assez neutre du genre, tiens, tu as vu l'heure où tu pourrais fermer la porte de la buanderie, s'il te plaît? Et là, c'est le drame. En face, ton partenaire sursaute, se ferme ou monte sur ses grands chevaux en disant « Arrête de me fliquer, quoi. Tu es toujours en train de me critiquer. » Et tu te retrouves là, démuni, à te dire « Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal ?» Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est simple. Ton partenaire ne réagit pas à ce que tu dis au présent. Il réagit à ce que cette phrase vient toucher dans son histoire, dans son parcours, dans ses valises personnelles. En coaching, on observe que chacun d'entre nous se balade avec son propre champ sémantique d'alerte. Si ton partenaire a grandi dans un environnement où toute remarque était perçue comme un jugement sur sa valeur personnelle, par exemple, avec des parents exigeants qui pointaient sans cesse ce qui n'allait pas, son cerveau a mémorisé une équation simple. Remarque égale je ne suis pas à la hauteur. Égale je suis en danger d'être rejeté. Égale je vaux beaucoup moins que ce que j'imagine ou que tu m'as donné l'impression de valoir. Égale on s'expose à un risque de désamour. Du coup, dès que tu émets un son qui ressemble de près ou de loin à une observation, ces filtres internes s'affolent. Ton partenaire traduit instantanément ta phrase neutre en un réquisitoire contre lui, et il est fort probable que si vous êtes concerné dans votre relation conjugale, tu puisses te dire que ça y est, enfin, tu comprends que bien souvent, pour ne pas dire quasiment toujours, tu n'es pas responsable de ce que ressent ton partenaire, évidemment. Tu n'es donc pas responsable de la manière dont va réagir ton partenaire. Pour illustrer ce que je viens de partager, ou plutôt une partie de ce que je viens de partager avec toi, je pense à ce témoignage d'un couple que j'accompagnais il y a quelque temps, couple que je vais appeler Lisa et Sébastien. Lisa reprochait constamment à Sébastien de lui faire des remarques sur sa façon de cuisiner. Sébastien, lui, tombait des nues. Pour lui, quand il disait « il manque un peu de sel », c'était une information technique, une contribution culinaire, c'était neutre, exactement comme il le dirait à un collègue au restaurant. Mais pour Lisa, qui avait passé toute son enfance à essayer de prouver à sa mère qu'elle était capable de faire les choses bien sans être critiquée, cette phrase résonnait comme un couperet. Ça voulait dire pour elle « tu es nul, tu ne sais rien faire de bon ». Le problème n'était pas la phrase de Sébastien. Le problème était le pont invisible que le cerveau de Lisa jetait entre le présent et son passé à elle. Et c'est là qu'on doit faire un travail de titan des deux côtés. D'un côté, l'émetteur, celui qui parle, doit réaliser que sa simple habitude de tout commenter a un coût destructeur pour l'autre. De l'autre, le récepteur, celui qui écoute, doit apprendre à distinguer ce qui appartient au moment présent de ce qui appartient à ses propres vieilles blessures. Ça, c'est à moi. Comme on le faisait enfant. C'est à moi, ça. Et ça, c'est à toi. Dissocier ce qui est à moi de ce qui est à toi. Dissocier le soi du nous. Alors concrètement, on fait quoi pour sortir de ce piège et créer un terrain de jeu dans lequel on va se sentir en meilleure posture, plus en sécurité? Est-ce qu'on arrête de se parler? On met du scotch sur sa bouche, de peur de froisser l'autre? Évidemment que non. Le couple n'est pas une zone de non-droit où l'on doit marcher sur des œufs en permanence de peur d'exploser une mine antipersonnelle. Le couple, c'est au contraire, l'endroit, peut-être même par excellence, où l'on devrait pouvoir déposer nos armures. Pour y arriver, il y a 3 grands leviers pratiques à actionner dès aujourd'hui dans ton quotidien. Mais avant de te parler de ces 3 grands leviers, je voudrais que tu comprennes toute l'importance de t'équiper d'une mentalité consistant à sortir de la croyance, qui n'est donc pas dans le faire,
mais à sortir de la croyance que vous êtes des adversaires. Que quand ton partenaire te dit quelque chose, c'est pour t'attaquer, ou que quand tu dis quelque chose à ton partenaire, c'est pour l'attaquer. En général, quand j'interroge des couples en situation, en coaching, aucun des deux ne me dit, mais j'avais dit ça pour l'attaquer. Ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. Tellement rare que sur des décennies d'accompagnement conjugal, je peux te donner même moins des 5 doigts d'une main pour le nombre de situations où un partenaire a sciemment visé à faire mal à son partenaire. La plupart du temps, quand une remarque a été mal prise, ou une critique, on ne voulait pas viser le partenaire pour l'abîmer ou lui faire mal, on voulait lui donner notre avis. C'est donc pourquoi, avant d'arriver à partager ces 3 grands leviers pratiques, je voudrais que tu prennes la mesure de la responsabilité dans laquelle tu peux être un véritable acteur pour te dire, je choisis de continuer quand je fais part de mon avis à mon partenaire, de ne jamais viser tirer à balles réelles, ni même tirer du tout. Mon objectif est de partager mon avis, mon point de vue. Et quand je reçois un message de mon partenaire que j'ai tendance à prendre comme une remarque ou une critique, je pars du principe qu'il n'a jamais eu pour intention d'abîmer la relation ou de m'abîmer personnellement. C'est fondamental. Parce que si tu glisses vers ces 3 grands leviers que je vais te donner, même s'ils sont très pratiques, tu risques de passer à côté, en réalité, et de te dire, mais finalement, ça n'a servi à rien. C'est pas que ça n'a servi à rien, c'est que tu n'étais pas dans la même mentalité, dans la mentalité juste. Pour illustrer mon propos avant de venir sur ces 3 grands leviers, je voudrais que tu comprennes à quel point une action ne contient pas, en mode révélation, l'intention de la personne qui pose l'action. Même quand c'est toi qui poses l'action. Tu peux choisir d'offrir un cadeau à ton partenaire sans que ton partenaire ne connaisse l'intention de ce geste. Est-ce que offrir un cadeau à son partenaire, c'est pas bien ou c'est bien? C'est un signe d'amour ou pas? À l'instant T, je voudrais qu'on ne réponde pas à cette question parce que nous n'avons pas accès à la base informative de l'intention du partenaire. Peut-être qu'il a offert un cadeau à son partenaire, il t'a offert un cadeau parce qu'il a couché avec son collègue. Peut-être qu'il t'a offert un cadeau pour te demander pardon. Peut-être qu'il t'a offert un cadeau parce qu'il va te demander un service. Peut-être qu'il t'a offert un cadeau pour 20 autres raisons. Une action ne contient pas l'intention de manière visible. C'est la raison pour laquelle il est préférable, pour ne pas abîmer le lien et ne pas s'abîmer soi-même, de ne pas opter pour une intention négative, même si je mets des guillemets, je fais des gestes que tu ne vois pas, quand mon partenaire fait ou dit quelque chose, parce qu'en réalité, je me fais mal tout seul, étant donné que je ne peux pas lire l'intention de mon partenaire. Mieux vaut, si je veux véritablement connaître l'intention, lui demander qu'est-ce qui t'a motivé à m'offrir ça? Quelle est la raison pour laquelle tu m'as dit ceci ou cela? Et je pourrais, de manière très claire, arriver là, à ces actes, ces grands leviers pratiques, après que je me sois équipé d'une nouvelle mentalité. Bien sûr, tu verras que va transparaître cette mentalité dans ces 3 leviers pratiques. Mais je voudrais l'expliciter avant que on entre dans ces leviers et qu'on prenne ça comme une technique relationnelle. Parce que si beaucoup de progression ou de travaux conjugaux échouent, c'est parce qu'on est en glanage de techniques. Je vais essayer celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Or, l'action dans le phénomène en chaîne est le dernier maillon de la chaîne. Valeurs, croyances, pensées, émotions, actions et paroles. Avec les actions et même les paroles, je ne peux pas savoir quelle était l'émotion de mon partenaire. Je ne sais pas quelles étaient ses pensées. Je ne sais pas quelles étaient les croyances qui l'ont conduit à penser, à ressentir et à agir ou à parler comme il l'a fait. Par conséquent, je me trompe. Je préfère partir du principe que je me trompe systématiquement quand je présume d'une intention de mon partenaire. Et il est vrai que même quand mon partenaire me dit je t'aime et que je pense qu'il veut me dire je t'aime parce que je suis aussi en présomption. Alors on peut partir de la présomption d'innocence si on veut dans la population française se fonder là-dessus en disant je pars du principe que quand mon partenaire me dit je t'aime, c'est parce qu'il veut vraiment me dire je t'aime. Mais je sais que je suis responsable de ça parce que je ne sais pas réellement les raisons pour lesquelles mon partenaire me dit je t'aime, comme je ne sais pas réellement les raisons pour lesquelles il m'offre un cadeau. Je vais donc fonder, en choisissant en conscience,
la mentalité relationnelle que je veux instaurer dans ma relation conjugale. Et on peut le travailler en explicite avec son partenaire en disant, écoute, je pars du principe que ce que tu me dis ou fais est amour. Ou bien, s'il te plaît, je t'invite à partir du principe que ce que je te dis ou ce que je fais avec toi est motivé par de l'amour, même si tu as le sentiment que c'est pas le cas. Ce qui fait que quand tu as le sentiment que ce n'est pas motivé par de l'amour, tu peux me le dire. Et je pourrais clarifier ça avec toi. Et avec bonheur. Et parfois, il est possible, même si c'est exceptionnellement rare, que si ce n'était pas motivé par de l'amour, je puisse te reconnaître. Parce que grâce à ton retour ou à ton interrogation, je pourrais interroger mon fort intérieur pour me dire, ah oui, effectivement, là, j'étais en égoïsme, en oubliant de me rendre sensible à ta personne, à tes goûts, à tes aspirations, à tes valeurs, à tes désirs. Je pense avoir été bien clair avant d'aborder les 3 grands leviers pratiques à actionner dès aujourd'hui dans ton quotidien pour arrêter de mal vivre les remarques ou arrêter de trop formuler des remarques. Premier grand levier, c'est de sortir du pilotage automatique et d'observer tes propres émotions. Donc cette première étape, c'est de porter de la conscience sur ce qui sort de ta bouche. Avant de parler, je m'observe, je m'entends, je ressens, je sais ce que je ressens, je sais pourquoi, je sais dans quel but je vais partager ce que je vais partager. Ce qui fait qu'avant de lancer une remarque, tu peux prendre l'habitude de te poser une question toute simple. Mais attention, cette question est redoutablement efficace. Est-ce que cette information est absolument nécessaire là, tout de suite ? Et qu'est-ce qu'elle va apporter à notre relation ? Donc si c'est juste un tic d'impatience ou une manie de rangement, tu peux te taire. Apprends à savourer le silence sur des détails qui sont insignifiants. Je pourrais te dire la même chose autrement. Est-ce que tu es en train de nourrir le stock de positivité de ton couple quand tu vas dire ce que tu vas dire à ton partenaire ? Ou est-ce que tu es en train de plomber la relation pour une chose qui, 1 heure plus tard, n'aura pas d'incidence sur votre lien ? C'est la première démarche de la conscience pour observer ce que je suis en train de dire. Et en même temps de prendre conscience de ce que je suis en train de semer. Je vais agir, parler dans quel but, dans quelle direction, pourquoi, qu'est-ce qui me motive, me faire du bien là, parce que ça me fait du bien, tant pis, même ça fait du mal à la relation, ou bien nous faire du bien à tous les deux, tiens. C'est la première action levier. Deuxième grand levier pratique. Quand ton partenaire réagit au quart de tour à une de tes phrases et que tu te sens accusé à tort, ne rentre pas dans l'affrontement. Ne dis pas par exemple « Oh, ça y est, t'exagères, tu prends tout mal là ». Ça, c'est jeter de l'huile sur le feu. Utilise plutôt la douche froide de la bienveillance. Je vais prendre une autre image. Quand ton partenaire parle en feu, parle en eau. Parce que l'eau vient compenser la chaleur de la relation, le brûlant de la relation. Donc tu peux lui dire calmement dans un dialogue en eau, « Attends, j'ai l'impression que ma phrase a pris une tournure que je ne voulais pas du tout. Comment est-ce que tu l'as reçue ? Ce n'était pas mon intention de faire un reproche, ou bien j'ai le sentiment que tu vis mal ce que je viens de te dire. Qu'est-ce qui fait que tu vis mal cette chose ? Ou qu'est-ce qui, dans ce que je viens de te dire, fait que tu ressens le besoin de te défendre ou d'attaquer ? Tu vois, cette phrase pleine d'eau, EAU, casse le mécanisme de l'automatisme de la défense qui est en train de brûler sur le foyer de votre relation. Elle invite le cerveau de ton partenaire à redescendre en pression en lui permettant de prendre de la distance, de verbaliser ce qui a été touché chez lui. Le troisième grand levier pratique, qui lui aussi sera empreint de la mentalité que j'ai développée avant de commencer à expliquer le premier grand levier pratique, c'est de transformer la critique en expression authentique de besoin. C'est le sommet de l'art relationnel. Au lieu de dire à ton partenaire « tu ne ranges jamais tes chaussures dans l'entrée, c'est insupportable », ce qui est une remarque déguisée en accusation d'ailleurs, apprends à parler depuis ton propre espace intérieur. Dis plutôt
J'ai besoin de clarté et d'ordre dans l'entrée en rentrant le soir pour me sentir apaisé. Est-ce qu'on peut trouver une solution ensemble ? Ceux qui sont actuellement dans le programme de la méthode CAP ou qui l'ont suivi depuis des années savent que je suis en train de traiter le sujet de la vidéo numéro 2. Comment mieux se parler ? En fait, ça nous fait glisser du banc des accusés, tu ne ranges jamais tes chaussures dans l'entrée, c'est insupportable, à une toute autre dynamique en fait. En optant pour cette seconde approche, on partage une réalité personnelle sans agresser l'autre. On l'invite à coopérer avec soi. On est équipe, on bosse ensemble. On vise un projet commun. Et il m'est difficile de conclure ce podcast sans t'inviter à un défi. J'appelle ça le défi 30 jours. Mais on va le découper parce que 30 jours d'affilée, c'est un petit peu trop difficile. Donc on va faire un défi 3 jours. Et si 3 jours te paraissent trop longs, tu peux faire un défi 4 heures. Donc ça peut être un défi 4 heures qu'on va renouveler 4 heures. Puis on va le renouveler 4 heures. Etc. jusqu'à arriver à 72 heures. 3 jours. Pendant ces 72 heures, première étape avant d'arriver aux 30 jours, tu vas partir du principe que le couple n'est pas un tribunal où l'on vient pointer les erreurs de l'autre, à grands efforts de remarques et de petites piques quotidiennes pour dire ce qui va pas. C'est un laboratoire, le couple. Un laboratoire vivant où on apprend chaque jour, on apprend sur soi, on apprend un peu plus sur l'autre, on apprend à décoder nos fonctionnements, à apprivoiser nos sensibilités, à choisir nos mots, MOTS, avec conscience, à prendre en considération les mots, MAUX, de l'autre et les siens propres. Et quand on est alerte sur nos propres mots, MAUX respectifs, on pourra accueillir et exprimer à l'autre des paroles qui sont plus adaptées parce qu'elles vont prendre en considération les blessures de l'autre. Donc la prochaine fois que tu te sentiras agacé par un détail ou que tu auras l'impression de recevoir injustement une flèche de la part de ton partenaire, rappelle-toi que ton partenaire n'est pas en train de t'envoyer une flèche. Et quand tu veux parler à ton partenaire, souviens-toi que tu n'es pas en train d'envoyer une flèche. Pose un regard prédéterminant sur la manière dont tu vas émettre ce que tu vas dire, allusion à la mentalité que j'évoquais tout à l'heure, et un regard prédéterminant sur ta manière de recevoir ce que va te dire ton partenaire. Et en même temps, bien, je vais te demander, avec ce défi 3 jours, de ne faire aucune remarque critique à ton partenaire, surtout s'il a le langage de l'amour, parole valorisante, ou s'il a une blessure d'enfance qui est relative à quelque chose qui lui a été dit. Aucune remarque pendant 30 jours. J'ai bien été clair en disant d'abord on fait 4 heures, on renouvelle 4 heures jusqu'à 72 heures. Quand on a fait 72 heures, on va renouveler 3 jours, 3 jours, 3 jours, 3 jours jusqu'à arriver à 30 jours. Donc la prochaine fois que tu sentiras l'envie de parler, tu sauras que si ton partenaire a un langage d'amour, parole valorisante, ou qu'il a une blessure d'enfance dont il t'a parlé, qui est relative à une parole qui lui a été dite, tu vas faire une trêve de 30 jours. Et je te mets au défi de faire ça pour toi, parce que ça changera rien à ma vie que tu fasses ce défi 30 jours, même si je te préfélicite d'y entrer, si tu choisis d'y entrer. Et quand tu as fait ce défi 30 jours, je suis tout à fait enclin à t'entendre dans ton témoignage. Tu peux me donner un message par le biais de Couple Heureux, prendre un rendez-vous en coaching de découverte. Je t'écouterai volontiers et il est fort probable qu'en fonction de ton histoire, de ton expérience que tu auras partagée avec moi, je te propose de t'interviewer pour partager ton témoignage, si tu es OK, dans le cadre d'un podcast. Parce qu'il est rare que quelqu'un accepte de faire ce défi 30 jours. Pour moi, quelqu'un qui le fait, c'est un héros. Je lui dis bravo. Déjà 3 jours, formidable. 7 jours, c'est magnifique. 21 jours, c'est sublime. 30 jours, bravo. 100 jours, c'est vraiment un héros de héros. Avec l'avantage colossal, c'est que quand on fait ce défi pendant 100 jours, et pas que 30, on a commencé à attaquer en soi une manière de fonctionner ancestrale que l'on aura changé au point de changer sa manière d'être en relation avec soi. On sera moins critique avec soi. On le sera moins avec son partenaire. On sera entraîné à créer du lien. On sera entraîné à faire du tri. Et ça fera un bien colossal. Mais attention, je veux pas qu'on s'arrête là
Avant de te quitter, je vais te demander, s'il te plaît, de faire pendant les 9 premiers jours de ce défi 30 jours, de prendre ton stylo bleu, ton cahier de vie et d'écrire tout ce que tu trouves qui est pénible et que tu ne vas pas verbaliser à ton partenaire. Toutes les remarques, les critiques et les reproches que tu voudrais les faire, tu vas les écrire. Et à partir du 10e jour, tu vas commencer à n'écrire que ce que tu trouves formidable et génial chez ton partenaire. Et tu vas faire ça pendant les 30 jours ou les 100 jours si tu décides de faire le défi 100 jours. Si tu as fait le défi 100 jours, j'ai un cadeau en perspective que je vais te partager, mais je veux d'abord que tu puisses me présenter ce défi 100 jours avec tout ce que tu as écrit pendant ces 100 jours, les 9 premiers jours, puis ensuite les jours qui ont suivi, pour que je puisse t'offrir ce cadeau. Je vais pas présenter ça parce que je veux pas faire carotte. D'accord? Mais si tu fais ce défi 100 jours vraiment, tu seras rentré dans la cour des grands. Quelle que soit la durée du défi, je te propose de le faire. 4 heures, 3 jours, 30 jours, magnifique. Mais entre dans cette dynamique pour arrêter de vous faire mal mutuellement. On est d'accord?